Bonsoir. L'intoxication alimentaire de 38 enfants qui ne sont pas en danger. La controverse tout en nuances entre le Conseil constitutionnel et Édouard Balladur sur la langue française. L'avertissement assorti de sanctions des puissances occidentales et russes aux Serbes de Bosnie. La candidature annoncée à la mairie de Nice d'un exilé, pas encore extradé, Jacques Médecin. Et le premier match de l'OM en D2 ce soir, en deuxième division du championnat de France de football. Voilà l'affiche de ce samedi 30 juillet avec pleine page, la photo du jour, des millions d'automobilistes coincés entre ciel orageux et asphalte brûlant. C'est la première photo des vacances, les prochaines seront plus agréables. Carole Comon. La journée noire promise par Bison Futé a tenu toutes ses promesses. Les bouchons sont apparus dès les premières heures de la matinée, principalement sur les autoroutes menant vers le sud du pays. Ainsi, dans la vallée du Rhône, où plus de 60 km de retenue étaient signalés en milieu de journée. On est parti ce matin, pourtant à 3 h du matin, de Paris. Mais il n'y a rien à faire, ça roule pas. On voit la plage, les palmiers, et on y pense très fort et puis c'est bon. On le prend cool, il n'y a qu'une chose on a fait. Alors on languit de pouvoir s'arrêter quand même. La région Rhône-Alpes, l'Aquitaine, mais aussi le Roussillon ou encore la Bretagne et la Lorraine. Dans toutes ces régions, la situation s'est finalement améliorée au fil de la journée, même si quelques ralentissements et une circulation toujours dense persistaient encore en fin d'après-midi. Mais les problèmes des automobilistes ne sont pas finis pour autant. La journée de demain est classée rouge en province et orange en Île-de-France. Le conseil de Bison Futé aux vacanciers du mois d'août tient donc en 2 mots, partez lundi. De nombreuses familles françaises ont eu aujourd'hui une grande frayeur quand elles ont appris l'hospitalisation à Caen pour intoxication alimentaire de leurs enfants, 38 au total, âgés de 3 à 15 ans et passant leurs vacances dans une colonie à Oulgat, dans le Calvados. Mais cette frayeur s'est dissipée lors de la mise au point de la préfecture. Pas de danger pour la vie des enfants. Éric Lemasson, Jérôme Corquiquian. Au réfectoire mercredi midi, les enfants étaient contents, mousse au chocolat au dessert. Ici à Oulgat, c'est bientôt la fin de la colo, une après-midi de jeu, la mer toute proche, mais le soir, première alerte. 2 enfants sont malades, fièvre, diarrhée, vomissement. Le médecin s'inquiète, d'autant que bientôt 5 autres enfants sont pris des mêmes symptômes. Enfin, hier soir, ce sont 38 enfants de 3 à 16 ans qui ont dû être hospitalisés. C'était des enfants qui présentaient une hyperthermie, une diarrhée, des vomissements, qui en raison de leur jeune âge pouvaient entraîner des déshydratations qui auraient donné lieu à des interventions un peu plus délicates. Et je crois que les médecins traitants de ces enfants ont eu la sagesse de passer la main et d'avoir recours à nos services rapidement afin de ne pas être débordés par des situations plus graves. L'origine de l'intoxication ne fait guère de doute, salmonellose. Les premières analyses le confirment, des œufs utilisés dans la mousse au chocolat, des œufs battus en neige, en seraient la cause. Dans cette colonie de vacances appartenant à la ville de la Garenne-Colombe, les cuisines semblent être en bon état et les règles d'hygiène correctement suivies. Aujourd'hui à Caen, l'inquiétude a disparu pour les enfants comme pour les parents. Les enfants sont tout à fait calmes. Ils sont beaucoup plus intéressés depuis notre arrivée à regarder la cassette vidéo qu'on leur met dans leur chambre que de raconter l'événement. Apparemment, ça les tracasse nullement. Bon, ils ont été, j'imagine, très fatigués les premiers jours. La colo s'est donc achevée plus vite que prévu. D'autres enfants arriveront lundi après des infections des cuisines, mais le directeur l'affirme, plus de mousse au chocolat au dessert. Le Conseil constitutionnel, présidé par Robert Badinter, m'autorise à vous dire que Sauzet à Strasbourg a marqué un but contre Auxerre à la suite d'un corner tiré par Gravelaine. Mais si Michel Alliot-Marie était là, elle n'aurait pas le feu vert des sages. Le ministre des Sports devrait dire « jet de coin » et non « corner ». Le Conseil constitutionnel, qui planchait sur la loi Toubon, veut faire ainsi la différence entre l'usage administratif officiel de la langue française et l'usage courant entre le bureau et la rue. Jean-Michel Mercurol. La langue française, oui. La langue officielle, non. Au nom de la liberté d'expression, l'État n'a pas le droit d'imposer aux citoyens la norme du français parlé ou écrit. Pas de dictionnaire officiel donc, parce que la langue est vivante et seul l'usage peut en consacrer l'emploi. Tel est le sens de la décision du Conseil constitutionnel qui réserve et impose au seul personnage public de l'État l'usage d'un français officiel. Dans la Constitution, le français c'est la langue de la République. Donc le Conseil constitutionnel dit à juste titre, toutes les institutions de la République peuvent être contraintes à utiliser la terminologie officielle. Mais les personnes privées, en revanche, vous, moi, les téléspectateurs, n'importe qui, peuvent continuer à s'exprimer comme ils le veulent avec les mots de leur choix.
En l'absence de normes, difficile de lutter par exemple contre l'invasion de l'anglais dans toutes les strates de la société. Mais la loi Toubon, révisée, conserve pourtant l'obligation de préférer le français dans la publicité, les contrats de travail, les modes d'emploi, etc. Et la norme, ce sera l'usage. Aux juges et aux juges seuls de déterminer en dernier ressort si tel mot anglais est passé ou non dans la langue ou s'il y a abus. Pour autant, Jacques Toubon s'estime satisfait. De mon point de vue, l'important, c'est qu'on dise bien qu'on doit s'exprimer en français, mais, comme je l'ai toujours dit, ce n'est pas la loi qui fixe quelle langue on parle. Enfin, réaction vigilante aujourd'hui d'Édouard Balladur, pour qui consacrer la liberté individuelle ne donne pas pour autant le droit de s'exprimer autrement que dans sa propre langue. Les politiques ont donc réagi cool, j'ai le droit, en veillant eux à ne pas déraper, mais la société civile, qu'en pense-t-elle? Marie-Pierre Samitier et Frédéric Faure ont rencontré quelques-uns de ses représentants, illustres ou pas. Voici le dictionnaire officiel qui devait accompagner la loi Toubon pour traduire les mots étrangers en français. À la lettre J, au lieu de danser le jerk, on danse une accélération. Au lieu de porter un jerrycan, on porte une nourrice. Draconienne donc était la loi Toubon, tout de même elle répondait aux souhaits de nombreux intellectuels français inquiets pour la langue française. La loi Toubon était maladroite, elle était trop vaste, elle a mal été en outre présentée au public. Elle n'est pas du tout irréprochable, la loi Toubon. Mais l'état d'esprit du Conseil constitutionnel, c'est un esprit qui est idiot et dangereux. Parce que la France n'a jamais eu plus besoin de défendre sa personnalité qu'à l'heure actuelle. Et au-delà des lustres des hautes juridictions et des lambris des ministères, qu'en pensent ceux à qui tout cela est destiné? Ce qui importe, c'est de bien parler anglais et de bien parler français. Que chacun ait sa culture et ne pas faire de mauvais mélange. Nous sommes britanniques en fait, donc nous pensons que c'est vraiment... ça vaut pas le coup. Nous utilisons beaucoup de mots de français dans la langue anglaise et ça fait partie, ça enrichit la langue anglaise. Quel mot français par exemple est-ce que vous utilisez? Cul-de-sac, à propos. Au fait, voici quelques semaines en Grande-Bretagne, un député conservateur avait même déposé, pour se moquer de nous, une proposition de loi pour interdire outre-Manche les expressions françaises. Jacques Médecin pourrait bien être extradé vers la France. C'est le sens de la décision prise par la Cour d'appel en Uruguay, où Jacques Médecin s'était réfugié en septembre 90. Si le processus, désormais enclenché, aboutit, si l'ancien maire de Nice revient dans son pays, que fera-t-il? Il tentera de reconquérir la mairie de Nice, puis demandera l'asile politique en France. Et c'est sérieux. Alban Mikosi, Didier Beaumont. Décidément, la politique niçoise a de bien curieuses façons. Cet après-midi, dans les allées du château, le Parti communiste organisait sa fête annuelle. Et dans tous les stands, un seul sujet de conversation, la candidature de Jacques Médecin à la mairie de Nice. Vous allez voter pour lui? Non, sûrement pas. Pourquoi? Il doit aller en prison, hein. C'est un bandit, c'est un voleur. C'est personnel, non, jamais. J'ai jamais fait confiance à Jacques Médecin, c'est tout. Ce n'est pas possible qu'un élu qui se soit dérobé à ses devoirs de la façon dont il l'a fait, puisse venir tranquillement annoncer que faisant fi des décisions judiciaires, il pourrait à nouveau briguer les suffrages de ses concitoyens. On l'a compris, le retour éventuel de Jacques Médecin dans la vie politique locale suscite bien des passions. À vol d'oiseau, juste en dessous de la colline, la vieille ville, fief traditionnel des médecinistes. Je suis heureux qu'il revienne et qu'il se représente surtout. Ah, ça, madame, demain matin, je vote encore pour lui, moi. Il y a de vrais Niçois, croyez-moi, 80% de bons Niçois, même des communistes, tout ça, qui le regrettent vraiment. Regretter ou détester, Jacques Médecin ne laisse pas indifférent. Mais de l'autre côté de l'Atlantique, en Uruguay, la Cour de cassation de Montevideo doit encore se prononcer sur un ultime appel des avocats. L'ancien maire de Nice rentrera-t-il en France avant les élections? Nous le saurons sans doute dans le prochain épisode. Les États-Unis, la Russie, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et la France montrent à nouveau le bâton en direction des Serbes de Bosnie. Les ministres des Affaires étrangères des 5 puissances réunis à Genève les menacent de nouvelles sanctions s'ils continuent de refuser le plan de paix et d'attaquer bosniaques, musulmans et casques bleus. Les Serbes de Bosnie ont aussitôt réagi en tirant sur Sarajevo. Didier Eppelbaum. Les francs-tireurs sont toujours là, embusqués sur les hauteurs de Sarajevo. Et ils le font savoir. Le tramway redevient un transport à haut risque. Un incident parmi les centaines que l'ONU a enregistrés aujourd'hui,
Mais celui-là est grave. 4 passagers du tramway ont été blessés. L'un d'entre eux est dans un état critique. N'étranglez pas Sarajevo, avertissent les 5. Ils demandent le renforcement des zones de sécurité. En dernier recours, ils pourraient lever l'embargo sur les armes destinées aux musulmans bosniaques. Cette mesure aurait des conséquences immédiates sur la présence des casques bleus. Pour l'instant, les grandes puissances vont aider les pays voisins de la Serbie à respecter les sanctions économiques. Mais ce qu'il n'y a pas dans les décisions de Genève, c'est un ultimatum, un calendrier, une menace de frappes aériennes. C'est le prix de l'unité du groupe de contact. Les Russes n'auraient pas accepté. Les soldats français présents au Rwanda ne resteront pas au-delà du 22 août. Édouard Balladur a été catégorique aujourd'hui au Gabon. Le Premier ministre le redira sans doute demain à Goma, quand il rendra visite aux troupes de l'opération turquoise. Il les félicitera pour le travail accompli, pour des initiatives qui ont parfois abouti à des miracles. Écoutons l'histoire racontée par Philippe Gassot et André Issora. C'est ici que les morts de la région de Goma sont enterrés par milliers. C'est un des rares endroits où les pelleteuses du génie de l'air peuvent creuser dans le sol volcanique. Chaque jour apporte son lot de cadavres. Tous ceux qui n'ont pas été assez forts pour résister, ceux qui ne tenaient à la vie que par le bout des ongles et qui ont dû lâcher à bout de force parce que l'eau n'était pas là. On a beau être soldat de l'armée américaine, bien entraîné, comment résister à un tel quotidien? Personne n'explique cela dans les manuels militaires. C'est pourtant ici, en terre de mort, d'infinie tristesse, qu'a eu lieu une résurrection, qu'au milieu du désastre est passée une toute petite lueur. Je suis arrivé ici, il y avait un tas de morts, une cinquantaine environ, et nous nous apprêtions à mettre ces morts dans la fosse commune que nous venions de creuser auparavant. Au départ, nous devions pousser les morts à même le sol avec une pelleteuse. J'ai demandé à ce que les corps soient mis à main dans le godet de la pelleteuse pour qu'on puisse ensuite les transporter sans les traîner au sol. Et grâce à cela, on a pu constater, on a pu voir ces garçons qui étaient toujours vivants. C'est lui qu'on aurait dû enterrer vivant. En 4 jours, le petit squelette qu'il était a repris vie, mais quand on sauve un enfant, ça n'est jamais terminé. Alors c'est celui-là que vous voulez prendre sous le bras et amener chez vous? Si je peux, oui, c'est celui-là que je voudrais adopter et l'emmener en France avec moi, si je peux. Hein? Angelo. Tu t'appelles Angelo? C'est moi qui l'ai appelé Angelo. C'est un petit ange, donc Angelo. Le légionnaire aura peut-être beaucoup de difficultés pour lui donner son nom, mais ils sont déjà père et fils. Regardez, ils se ressemblent. Hein? Tu veux venir en France? Tu veux que je t'amène en France? Les critiques contre Silvio Berlusconi s'amplifient en Italie. Le président de la République en personne ajoute la sienne à celle des magistrats, de l'opposition et de certains membres de la majorité. Oscar Luigi Scalfaro estime que la proposition du chef du gouvernement, destinée à placer son empire financier sous tutelle, n'est pas constitutionnelle. La Formule 1 prend des couleurs, de rouge Ferrari en première ligne du Grand Prix d'Allemagne. Il aura lieu demain. Mais il y aura un peu de bleu dans le rouge grâce aux performances des Français Alesi et Todd. Lionel Chamoulot, Éric Gerbet. Berger et Alesi radieux au cœur d'une fête spontanée dans leur stand. Cela faisait 4 ans que l'on n'avait pas vu 2 pilotes Ferrari en première ligne. On attendait les voitures rouges sur ce tracé où le moteur V12 peut s'exprimer à plein sur les longues lignes droites de Hockenheim. Berger a réalisé un temps époustouflant, il est le seul à passer sous la barre des 1 minute 44. Il a couru son meilleur tour à plus de 237 km/h de moyenne. C'est la 9e pole position de l'Autrichien, la 111e de la Scuderia. Jean Todt avait annoncé Ferrari devant en Allemagne. Parole tenue, Jean Alesi n'est pas passé loin de sa première pole, mais l'Avignonnais, après la série d'incidents qu'il a connus, est comblé. Hier, on a tellement eu de problèmes que ça a été très difficile pour nous de mener cette séance d'essai comme on l'a fait aujourd'hui, mais finalement, on peut compter sur Ferrari et c'est ce qui fait le plus plaisir. Et pourtant, Jean a eu peur. Le capot arrière se disloque pendant un tour lancé du Français. Une image spectaculaire, mais pas de conséquences. Ferrari est de nouveau au premier plan, c'est ce qui compte. C'est réellement une récompense pour tous les efforts de Ferrari, pour tous les efforts de l'équipe, que ce soit les ingénieurs, les mécaniciens, les pilotes. Et maintenant, on a encore une étape à franchir puisqu'il faut qu'on gagne une course. La victoire, Ferrari l'attend depuis 4 longues années. Le dernier vainqueur s'appelait Alain Prost. Berger et Alesi précèdent Hill et Schumacher. Le retour de Ferrari peut relancer le championnat du monde. Demain, ce Grand Prix d'Allemagne risque d'être haut en couleur.
Le vieux loup n'a pas peur des louveteaux. Philippe Poupon, qui s'est lancé aujourd'hui à Brest dans la solitaire du Figaro à la voile, va devoir subir l'assaut des 42 autres concurrents, plus jeunes que lui pour la plupart, mais sur mer, les rides peuvent être un atout. Céline Géraud, Philippe Luzzi. Pour son 25e anniversaire, la course du Figaro a frappé fort. 44 bateaux, presque un record au départ de Brest cet après-midi. Du plus vieux, Laurent Cordel, 47 ans, aux 15 bizuts engagés, une même passion pour la course en solitaire. À suivre, Roland Jourdain, récent vainqueur de la Transat AG2R, mais surtout Jean Le Cam, le forçat du Figaro. 11 participations, 3 fois second, Le Cam veut cette victoire, conquérant et toujours aussi méfiant. Autre favori, Dominique Vittet, vainqueur de la dernière édition. Pour réussir le doublé, Vittet devra déjouer les plans des vieux loups de mer comme Péan ou Poupon. Poupon, 40 ans, 2 victoires dans la solitaire et un moral de jeune homme. Je vais pour essayer de gagner parce que c'est tout à fait possible. Et donc non, je suis pas inquiet. Enfin, je me sens en forme et je navigue toute l'année, comme je l'ai dit. Donc j'ai pas peur des petits jeunes. Demain matin, Poupon, Le Cam et les autres franchiront le rocher du Fastnet en mer d'Irlande. Ensuite, direction Riron en Espagne, Perros-Guirec et enfin Port-Bourgenais. Arrivée prévue en Vendée le 21 août. Tous n'y arriveront pas et c'est normal. Depuis toujours, la course en solitaire du Figaro ne sacre que les meilleurs. Un événement ce soir sur France 2 à 22 h. Il aura lieu en direct du festival d'Aix-en-Provence, La Flûte Enchantée de Mozart. Et pour vous le présenter, notre grande dame de la musique, Ève Ruggieri. Bonsoir Ève. Bonsoir Paul. Oui, c'est un événement. France 2 et le service public renouent avec la tradition des opéras donnés en direct. Alors vous le savez, c'est quelque chose qui est à la fois très émouvant, qui est très préoccupant, parce qu'on a vécu un peu avec l'orage, qui s'est éloigné. Vous le savez aussi, le théâtre de l'Archevêché est à ciel ouvert. Derrière, les timbaliers sont en train d'accorder leurs instruments. Dans les coulisses, on est en train de chauffer sa voix si l'on est chanteur, de régler les éclairages. Bref, c'est presque tout un village qui s'est réuni pour vous faire vivre, nous faire vivre ce soir, cet événement que tous ceux qui aiment la musique et l'opéra, et j'envie ceux qui ne connaissent pas l'opéra, parce qu'ils vont le découvrir ce soir dans ce cadre exceptionnel du théâtre de l'Archevêché. Alors vous vous demandez pourquoi Ève est perdue dans une mer bleue? Eh bien parce que c'est la nuit, c'est le royaume de la nuit, avec La Flûte Enchantée de Mozart, l'un des plus beaux opéras qu'il ait jamais écrit, que nous allons découvrir en direct tout à l'heure. Et l'une des triomphatrices de cette flûte enchantée, c'est la Reine de la Nuit, Sa Majesté la Reine de la Nuit, Nathalie Dessay. Écoutez-la et vous serez persuadés. À tout à l'heure, 22 h. Il y a des musiques qui traversent ainsi le temps et qui résistent à toutes les modes. Elles peuvent être différentes les unes des autres. C'est vrai de Mozart, comme ça l'est des Pink Floyd. L'autre événement de la soirée aura lieu tout à l'heure devant plus de 60 000 fans à Chantilly, près de Paris. C'est une légende qui va jouer. Si les plus jeunes d'entre vous veulent savoir pourquoi les aînés se sont si souvent laissés bercer par les Pink Floyd, rétro, avec Éric Perrin et Philippe Goldman. Londres au plus beau des années psychédéliques. Quelques étudiants en architecture vont être à l'origine d'une des plus grandes aventures musicales de ce siècle, avec les Beatles et les Stones, une des plus mouvementées également. 71 et déjà, le mythique Syd Barrett, égaré dans l'acide, a quitté le groupe. 1971 donc, le noyau dur est constitué, Roger Waters, David Gilmour, Nick Mason, Richard White. Ça plane, et 2 ans plus tard... Dark Side of the Moon, 28 millions d'exemplaires vendus. Le disque restera durant 15 ans dans les 200 meilleures ventes aux États-Unis. 1979, en dépit de tensions à l'intérieur du groupe, 11e album, The Wall. Mais les bons gongs ne font pas toujours les bons amis. Roger Waters quitte le groupe, s'ensuit une bataille judiciaire sur l'utilisation du nom Pink Floyd. Waters ira même faire le mur, ou plutôt le défaire, en solo à Berlin en 1990. Et quand on demande aujourd'hui à David Gilmour ou Richard White l'état de leur relation avec l'ami d'enfance... Distante, je dirais. On ne parle plus beaucoup. Je ne lui ai pas parlé depuis
1982. Restent les 140 millions d'albums vendus. Reste que le public continue de suivre leur spectacle grandiose, un son parfait, un déluge de lumière, de laser, d'effets pyrotechniques. À chaque tournée mondiale, des millions de spectateurs, les anciens élèves en architecture ont bâti un nom, un concept capable de leur survivre. Et ce méga concert aura lieu dans un endroit fréquenté habituellement par les chevaux, l'hippodrome de Chantilly. Les hommes ont donc dû s'adapter avec bonheur. Pour démontrer la démesure de ce genre de concert, on pourrait aligner des heures durant les statistiques telles 1000 tonnes de matériel, plus de 50 camions, 3 Boeing 747, 1200 personnes, une sono de 100 000 watts, une scène haute comme un immeuble de 9 étages. On pourrait également prendre de la hauteur pour s'apercevoir que les rockstars d'aujourd'hui aiment le grandiose comme les seigneurs d'antan. Les Pink Floyd raffolent des endroits inédits, quitte à tout amener soi-même, y compris l'eau et l'électricité. L'implantation sur un site comme Chantilly, c'est de l'ordre de 12 à 15 millions. À quelques mètres de la scène, des dizaines de secouristes qui vont devoir intervenir au pied de ces énormes enceintes. Casques insonorisés indispensables, on reçoit ici l'équivalent du bruit d'un avion au décollage. Mais on a des boules caisses aussi avec, hein. On met boules caisses et casque par-dessus. Hein. Il est 17h, certains ont campé dans le bois la nuit dernière pour être les mieux placés des 70 000 spectateurs de ce soir, enfin s'ils tiennent le coup. Et ceux-là, ils attendent très longtemps et ce sont les premiers, lorsque les portes s'ouvrent, à se précipiter devant la barrière qui protège la scène et qui vont rester là des heures et des heures au soleil. Et ceux-là, bien sûr, ça va être les premiers, malheureusement, qu'on va recueillir et qui peut-être ne verront pas le concert. Quand même, c'est un peu ma jeunesse, quand même, un petit peu. Ouais. C'est toutes les générations, là, alors? Je crois, oui, il y a beaucoup de générations réunies, là. Trouver des vieux vinyles poussiéreux chez nous, on les a réécoutés et puis c'est venu comme ça. Les Pink Floyd ont déjà gagné un pari, réconcilier la génération vinyle et la génération laser. Alors Éric Perrin, comment peut-on apprécier un concert au milieu de 70 000 personnes ? C'est vrai que quand on vient pour un concert des Pink Floyd, on vient plus voir un spectacle que pour apprécier la position de l'index sur la 3e corde de la guitare. Petite anecdote d'ailleurs révélatrice, c'était lors de leur dernière tournée en France, à Lille. Les Pink Floyd jouaient devant 30 000 personnes. David Gilmour, qui est quand même le chanteur et le guitariste à l'avant de la scène, a voulu rejoindre sa famille qui était dans une tribune à l'issue du concert. Et il a traversé sans sécurité toute la foule sans qu'il soit embêté. C'est vrai que les Pink Floyd communiquent plus sur le nom générique que sur les noms des musiciens. Malgré tout, j'ai eu le privilège d'assister la semaine dernière à Lisbonne à leur premier concert en Europe. Je peux vous dire que quand 70 000 personnes reprennent Money ou Another Brick in the Wall, on a un peu la sensation d'être à côté d'eux sur scène. Merci. Une consolation pour ceux qui n'auront pas la chance, comme le réalisateur Freddy Auxerre qui nous a envoyé toutes ces images, d'assister en direct live à ce concert. Extrait. Extrait d'un concert enregistré à Lisbonne à 20h45. Patrice Laffont et Sandrine Dominguez vous conduiront à Fort Boyard. À 22h, Mozart, la flûte couvrira peut-être l'écho des orages. Le ciel va gronder ce soir, écoutez bien Nathalie Riouet. Et si vous voulez plus de précision, 36 15 France 2. Bonne soirée, à demain 13h, bonsoir.